Madame, Monsieur, bonsoir. Marrakech accueille du 19 au 22 juillet le 14e sommet des affaires américano-africains sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je reçois aujourd'hui celle qui dirige la délégation du gouvernement américain. Cette délégation importante comprend de hauts fonctionnaires qui représentent 10 départements et agences du secteur privé américain. Elle est aussi et surtout la présidente du Millennium Challenge Corporation, MCC. MCC qui, rappelons-le, a investi plus d'1 milliard de dollars au Maroc dans le financement de 2 compacts distincts qui vont de l'industrie au foncier en passant par la promotion de l'emploi des jeunes et aussi l'autonomisation de la femme marocaine. Bonsoir Alice Albright, merci de répondre à nos questions. Merci, c'est agréable d'être ici avec vous. Donc, le 14e sommet des affaires américano-africains qui se tient ici à Marrakech, le premier pays d'Afrique du Nord à accueillir cet événement. Je peux également dire que le Maroc est le premier pays africain à avoir signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Quelle est selon vous la symbolique d'organiser un tel événement ici au Maroc ? Merci pour cette question. C'est très symbolique pour 2 raisons. Tout d'abord, les États-Unis ont une relation extrêmement étroite avec le Maroc. Donc, la vivre ici, c'est très important. Vous avez dit que le Maroc était le premier pays à avoir signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Alors, nous sommes ravis d'être ici. La conférence concerne vraiment le continent. Nous avons de nombreux visiteurs de tout le continent et leur donner la chance de nous rejoindre nous donne également la possibilité de parler de l'importance de l'avenir et de la manière dont, de notre point de vue, le gouvernement américain souhaite s'engager auprès de tous les départements ici. Oui, on peut revenir sur ce point concernant le Maroc et le rôle du Maroc dans la coopération au niveau continental et régional. Avant, vous avez eu une rencontre avec le chef du gouvernement, le ministre Aziz Aranouch. Que pouvez-vous nous dire sur les conclusions de cette rencontre ? Oui, nous avons eu une réunion il y a quelques heures. C'était une merveilleuse rencontre. Nous avons eu l'occasion de parler du travail considérable que mon agence, la Millennium Challenge Corporation, a entrepris avec le Maroc. Comme vous l'avez dit, nous avons donné à ce pays plus d'1 milliard de dollars. Une importante somme d'argent. Globalement, depuis la création du MCC en 2004, nous avons donné 15 milliards de dollars au continent. Cette subvention, comme on peut le voir, est donc une part significative de l'ensemble de l'investissement. Nous avons donc parlé du pacte, le premier pacte qui date de quelques années, et principalement lié au domaine agricole. Et pour le deuxième, nous sommes en phase finale. Il concerne d'ailleurs les droits fonciers, notamment pour les femmes, ce qui est important. Et nous avons créé 15 centres de formation dans les métiers éducatifs pour cela. Nous avons aussi bâti plusieurs zones industrielles, une école secondaire également. C'est un engagement à plusieurs facettes, en fait. Et tout ça a créé 20 000 emplois pour les Marocains et a apporté d'une manière ou d'une autre des avantages à 800 000 Marocains. Il s'agit d'un pacte très important, non seulement par sa dimension financière, mais aussi en termes d'avantages offerts, apportés à la population de ce pays. Si je comprends bien, les avantages de ce pacte concernent surtout les femmes au Maroc. Alors, comment et en quoi les investissements américains favorisent-ils ces catégories ? Vous savez que la population marocaine demeure jeune et que la moitié de cette population est composée de femmes et de filles. Alors, comment ces investissements seront bénéfiques pour eux ? Tout d'abord, l'accent sera donc mis, comme nous l'avons dit, sur les droits fonciers des femmes. Puis il y a aussi cette école d'enseignement secondaire, très important puisqu'elle vise à encourager les filles à terminer leurs études et à acquérir les compétences dont elles ont besoin pour obtenir un emploi au XXIe siècle. On espère vraiment que cela va les encourager et inspirer des vocations. Il y a donc de nombreux et différents aspects dans ce pacte.
Parlons de l'Afrique. On parlait de l'aide au développement et d'une approche de construction strictement bilatérale. S'agit-il d'une nouvelle forme de l'aide au développement, Alice Albright? Oui, vous parlez d'un changement très notable et de la manière dont les États-Unis et un certain nombre de pays donateurs bilatéraux commencent à penser, et pas seulement penser d'ailleurs, mais contribuent à un réel développement national. Il y a de nombreuses années, ils ont quasiment généralisé cette aide au développement national en donnant de l'argent et en donnant naissance à plusieurs projets. Aujourd'hui, le focus a vraiment changé. Nous pouvons collaborer directement avec les pays. Dans tous les cas, nous travaillerons avec les gouvernements, mais d'autres organisations travaillent aussi avec des associations et avec le secteur privé. Nous commençons donc à poser des questions très importantes à nos partenaires ici. Nous leur demandons qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont vos défis, comment pouvons-nous vous aider? Et ensuite, nous travaillons avec eux main dans la main. Il s'agit d'un processus très intense. Identifier ce que nous appelons les contraintes clés au développement et les grands défis de la voie vers le développement et le chemin à suivre pour réduire la pauvreté de leurs citoyens. Je travaille également en étroite collaboration avec les responsables du pays pour consulter et comprendre la réalité des choses, comme c'est le cas ici avec le MCC Morocco. C'est en fait la mission de la principale agence d'exécution pour le projet pour déterminer en fait chaque étape du chemin et ainsi réaliser un changement au niveau du développement et marquer une différence avec ce qui se faisait il y a 10, 20 ou 30 ans plus tôt. C'est un changement déterminant. Vous avez mentionné le rôle du secteur privé. À ce propos, il y a le concept du PPP. Ça se développe tant bien que mal en Afrique. Quelle est la règle du partenariat public-privé pour avoir un développement durable? On entend beaucoup de projets PPP de différents pays, mais il manque un peu d'efficacité pour avoir un impact sur la population en termes de développement au profit de la population africaine. Comment pensez-vous que nous pouvons rendre ce processus plus efficace? Revenons en arrière et voyons quel est le problème que nous devons d'abord résoudre. Si vous regardez tout l'argent qui doit être déployé uniquement sur le continent africain, sans parler des autres parties du monde qui sont également confrontées à des défis, ce sont des milliards et des milliards de dollars. Si vous devez additionner tous les budgets nationaux octroyés par les donateurs bilatéraux, il y a des milliards de dollars. Il y a donc un financement important qui représente un problème. So there is a significant financing gap. So that's one problem. But the second problem is that when you look at the skill sets that governments Concernant le deuxième point, si vous regardez les aptitudes dont le gouvernement dispose généralement, et pas nécessairement celles exigées pour réussir au XXIe siècle, le numérique ou la logistique, je parle également ici aussi de la science, de la technologie et de la recherche. C'est toute une série de services que le gouvernement a besoin de décliner pour faire prospérer leur pays. C'est là qu'intervient le partenariat avec le secteur privé. C'est là que de nombreuses agences internationales, à leur manière, veulent encourager le secteur privé à se joindre à eux et investir à leur côté. Et c'est ce que l'on fait avec le MCC aussi. Je vais vous donner un exemple qui est en relation d'ailleurs avec le Maroc et qui concerne les énergies renouvelables et tous les différents types d'infrastructures, tous les différents types d'expertise. Et la liste est longue en ce qui concerne l'intervention possible justement du secteur privé. Ce que nous faisons dans les centres d'excellence de formation technique est énorme. De ce fait, nous avons aidé le gouvernement marocain à construire plusieurs centres il y a 2 ans.
Ceci est donc un partenariat public entre le gouvernement du Maroc et le secteur privé. Il est régi conjointement par le secteur public et le secteur privé. Ce partenariat cherche tout d'abord à connaître les compétences souhaitées par les nouveaux employés. Ils veulent avoir un système éducatif, en fait, pour répondre à la demande du secteur privé. Le secteur privé identifie, donc forme les étudiants et commencera à faire corréler ces diplômés aux potentialités d'emploi. Le secteur privé ne dispose pas nécessairement de diplômés d'université possédant les compétences dont ils ont besoin pour les emplois du XXIe siècle. Le secteur privé doit donc être vigilant sur ce point. C'est un exemple très parlant. Si vous allez d'industrie en industrie et de secteur en secteur, on constate qu'il y a plusieurs versions de partenariat. Working with the private sector to correct that problem. So it's a very important but very illustrative example of that. And if you go industry to industry, sector to sector, le problème d'aujourd'hui, c'est comment vous pouvez augmenter la production de l'agriculture et de commercialiser cette agriculture. Comment préparer la distribution de vaccins contre les prochaines pandémies. Comment pensez-vous diversifier les sources d'énergie? Comment pensez-vous obtenir le haut débit ou encore la connectivité dans le monde entier? L'énergie verte, elle demeure la solution la plus efficace, je pense. D'ailleurs, toutes les solutions à ces problèmes sont conditionnées au secteur privé. Ce dernier qui doit aider le gouvernement en matière d'aide aux populations. C'est pourquoi on doit s'associer à chacun d'entre eux, en plus de donner au marché. Il s'agit donc d'un long processus. Dans la même veine, j'ai une petite question pour rebondir sur votre réponse. Nous parlons ici du secteur privé local. Vous êtes ici au sommet US-Africa Business, vous dirigez la délégation américaine et le secteur privé. Comment pensez-vous pouvoir encourager, comment pensez-vous pouvoir inciter ces capitaux à investir dans les pays africains? Comment pensez-vous que nous pouvons surmonter les barrières et que les capitaux américains prennent place ici, en Afrique? Bien entendu, pour les intérêts mutuels. D'abord, il y a le secteur privé national et le secteur privé international. Je pense que votre question concerne le secteur privé international. Exactement. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et il y a beaucoup d'agences du gouvernement américain qui ont tendance à se concentrer sur une partie du problème. Le premier aspect du problème est ce que j'appellerais l'étape d'identification des projets. Donc, pour qu'une grande entreprise sache qu'elle envisage un projet, elle doit savoir que le projet est d'abord bien là. Puis, nous devons les encourager à venir avec des capitaux et il existe plusieurs différentes agences au sein du gouvernement américain en fonction de la transaction où vous vous trouvez, en fonction du côté de la transaction où vous vous trouvez. La Finance Corporation est l'une de celles-ci qui encourage le secteur privé à venir investir. La Banque américaine d'import-export fournit, elle, un financement commercial pour aider les acheteurs à acheter des produits américains précisément exploités par les États-Unis. Ce ne sont donc que deux exemples. Le troisième est celui de l'Agence américaine de commerce et de développement qui aide les projets à se préparer pour aller ensuite vers le marché. Donc ce sont trois types d'outils différents. Et il y a aussi le travail énorme de notre département du commerce qui a plusieurs rôles, celui d'encourager les entreprises à aller voir les projets à l'étranger. Et ce sont d'ailleurs des événements comme celui-ci qui aident, qui aident les gens à se rencontrer, à parler dans les couloirs, à parler de ce qu'ils font. Et en tant que délégation, nous avons des solutions à de nombreux problèmes auxquels le secteur privé sera confronté et nous voulons faire plus d'affaires sur le continent. Doing the business on the continent also implies some Faire des affaires sur le continent implique également quelques modifications.
Peut-être sur la façon de faire ces affaires. Quel est le rôle de ces agences pour faciliter cela? Qu'est-ce qui rend aussi le MCC efficace dans la mise en œuvre d'un programme au sein des pays? Bon, laissez-moi d'abord répondre à votre deuxième question, qui répondra d'ailleurs à la fois à votre première question, car il s'agit d'une vaste question. Donc tout d'abord, il faut savoir que nous sommes une organisation subventionnaire. Nous ne prêtons pas d'argent et nous ne faisons pas d'investissement en action. Donc nous n'attendons rien en retour. Nous donnons de l'argent uniquement. Ceci est d'une importance cruciale à l'heure où l'argent des subventions d'ailleurs est très rare aujourd'hui. Et donc l'argent que nous fournissons est très précieux. Nous accordons des subventions entre 3, 4 ou 500 millions de dollars au pays. Il s'agit d'une somme qui est assez extraordinaire. D'abord donc, nous identifions avec quel pays nous allons travailler. Il y a un vrai processus de sélection. Nous sommes très sélectifs. Et nous nous concentrons sur les pays avec lesquels nous pouvons vraiment faire une différence et l'environnement politique fait donc partie des valeurs auxquelles nous tenons. Le gouvernement américain identifie les problèmes clés. Il s'agit vraiment d'un travail main dans la main, puis nous commençons à concevoir des projets afin que les zones industrielles examinées soient l'objet d'un processus de conception très élaboré. On détermine ensuite tous les coûts et les processus sur la façon dont les choses doivent être travaillées. Il y a donc un processus très intense, très transparent et très collaboratif d'ailleurs. Donc ça fait partie de ce qui est en fait le succès et il est très bien maîtrisé. Ils aimaient le pays parce qu'ils le possédaient vraiment et seul le succès, encore une fois, en fonction de la nature du projet, tout le travail que nous faisons en amont pour rendre l'environnement politique précisément propice pour l'investissement public-privé. C'est donc une grande incitation à l'arrivée d'autres fonds privés, ce que nous prévoyons pour la plupart de nos projets. Donc pour répondre à votre question sur ce qui fait le succès du modèle, c'est d'abord qu'il doit être axé sur les données et avoir une très forte intention de travailler avec les pays sur ses priorités à lui. C'est-à-dire que nous devons absolument identifier les problèmes politiques à résoudre avant même de pouvoir commencer le travail réel de co-construction et de conception. J'ai pris très au sérieux ce travail de conception du bâtiment et l'agence d'exécution également. Il s'agit d'un processus compliqué, long, intense, avec une intention d'arriver à un objectif final, d'équiper un pays avec une centrale électrique, une nouvelle structure hydraulique, un système scolaire, secondaire qui fonctionnerait vraiment à long terme. Je veux juste rappeler à nos téléspectateurs que le classement de l'indice de transparence de l'aide 2022 a été publié la semaine dernière. Je voudrais parler de cette transparence. Je comprends également que le MCC est en train de finaliser le premier type de pacte régional entre le Bénin et le Niger. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce pacte, car il s'agit d'un nouveau concept. Comment ce nouveau programme jouera-t-il son rôle dans le développement de ces pays? Je vais revenir un instant sur cette question de la transparence. Nous publions chaque type de rapport d'évaluation que nous faisons et nous préparons également ce que nous appelons le tableau de bord de chaque pays pour évaluer ses performances dans différentes dimensions. Tout cela est sur son Internet, ce qu'on appelle le tout. Tout le monde peut lire comment nous menons notre processus et c'est quelque chose qui est ouvert, transparent et qui a un effet très positif en termes de dialogue avec les pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire pour devenir éligible au MCC. Cela est la partie la plus importante de notre travail.
Je passe maintenant à votre deuxième question, celle du niveau continental et du niveau régional. Nous avons obtenu une autorité particulière en 2018 pour pouvoir faire ce que nous appelons ce pacte régional qui couvre une région, dont plusieurs pays de notre région qui travaillent avec un ensemble sur un défi commun qui pourrait exister dans cette région. La logique, c'est l'augmentation du commerce et des investissements afin d'avoir une dynamique régionale. Mais c'est très difficile d'atteindre cela. Chaque pays doit en effet se qualifier par lui-même et rester qualifié, puis le projet devra également se qualifier par lui-même. D'ailleurs, nous l'avons fait concernant le programme régional entre le Bénin et le Niger, dont nous sommes très heureux d'ailleurs. Il s'agit d'un corridor de transport entre Niamey au Niger et le port de Porto Novo, qui est l'un des ports les plus fréquentés de la région. Parce que les marchandises autrement ne pourront pas circuler aussi facilement. Et cela aura un effet réducteur sur l'économie au Niger. Le pays n'en écoule généralement pas si facilement du Niger au Bénin. Between Niamey in Niger and the port of Cotonou, which is one of the busiest ports in the region, because nous avons donc fourni un pacte individuel aux deux pays, déjà, et nous nouons maintenant ce pacte régional pour augmenter ce corridor de transport, et nous en sommes très fiers, nous sommes très enthousiastes, et cela aura un impact positif sur le commerce dans la région et aussi pour le flux de marchandises à l'intérieur de chaque pays. Qu'en est-il des autres régions ? Maintenant, nous commençons à considérer d'autres régions où nous pourrions faire cela, mais nous n'avons pas encore officialisé tout cela. Nous en sommes aux toutes premières étapes de la réflexion, mais dans un monde, par exemple, où nous constatons cette augmentation des problèmes liés à la sécurité alimentaire à cause de la guerre en Ukraine, on peut commencer à se demander s'il existe une sorte de solution régionale à l'augmentation de la productivité agricole ou de l'exportation, par exemple. Cela pourrait être bénéfique pour le moment. Donc, je m'attends à ce que nous réfléchissions sur ce nouveau domaine et je pense que nous continuerons à utiliser davantage l'autorité régionale pour explorer les moyens, pour vraiment capitaliser sur l'autorité, pour aider à fournir des solutions sur une base régionale. Et quel serait le rôle du Maroc s'il existait un pacte régional incluant le Maroc ? C'est juste une supposition si le Maroc était dans ce pacte. En fait, la chose à laquelle nous pensons, ce serait en quelque sorte une forme de brainstorming. Quels seraient les principaux défis de la région et comment une solution régionale à ces défis pourrait être bénéfique. Donc, c'est comme ça que nous commençons à y penser. Nous devrions également voir les pays là-bas, dans la région proche du Maroc, pour voir s'ils se qualifieraient par eux-mêmes pour un éventuel financement du MCC. Nous devrions donc commencer à réfléchir aux éléments constitutifs et à la manière dont ils se réuniraient. Mais la première étape, c'est de savoir s'il existe un défi régional auquel sont confrontés les pays du voisinage, et ce qui pourrait être bénéfique et être traité par une approche régionale. Il y a une date importante en décembre prochain à Washington. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage ? Car nous sommes ici à Marrakech, il y a un important sommet, un sommet d'affaires. Qu'en est-il du prochain sommet qui se tiendra en décembre à Washington, donc ? Et quel sera son rôle, ses objectifs ? D'ailleurs, nous allons terminer notre échange avec cette question. La présence des États-Unis sur le continent a été peut-être réduite ces dernières années. Comment pensez-vous que cela pourrait être corrigé ? Et comment booster davantage les investissements et le commerce, qui représentent environ 50 milliards de dollars entre le continent africain et les États-Unis ? Comment ces sommets peuvent-ils renforcer nos relations ? Oui, c'est vrai. Le vice-président vient d'annoncer la tenue du sommet États-Unis-Afrique qui se tiendra en décembre prochain à Washington, D.C. Et nous en sommes incroyablement ravis. Ce sera l'occasion pour le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris d'accueillir à Washington un certain nombre de dirigeants du continent.
D'ailleurs, nous n'avons pas encore tous les détails. Cela vient d'être annoncé. Nous sommes très excités à cette idée. Ce sera l'occasion de discuter de plusieurs problèmes et de certaines choses dont nous venons de discuter, vous et moi. Comment pouvons-nous, en tant que gouvernement, continuer à travailler avec tous nos partenaires sur le continent, sur une série de défis concernant le développement international? Mais il y a un ensemble beaucoup plus large de défis et de réflexions sur le climat, aussi la sécurité internationale, la santé internationale et les questions énergétiques. Ce sera donc l'occasion d'avoir tous nos amis à Washington et de commencer à réfléchir ensemble à des solutions sur tous ces nombreux défis communs. Nous n'avons pas vu l'ordre du jour, mais je pense que les principales institutions financières seront également invitées, les entreprises également, qui pourraient être en mesure d'aider, de jouer un rôle d'avant-garde. Nous continuons donc à réfléchir et les gens commenceront à connaître les plans de la Maison-Blanche et ce sera un grand honneur pour nous d'y participer. Je vais clôturer par une question personnelle. Est-ce que vous envisagez d'effectuer d'autres visites au Maroc? Que ressentez-vous lorsque vous venez au Maroc? Ce n'est pas la première fois que vous êtes ici. C'est ma toute première fois ici et je dois dire que j'attendais avec impatience ce voyage au Maroc. Ce pays m'a fait une très grande impression. Toute cette nature, cette beauté, l'architecture, l'histoire, la nourriture et le désert. J'avais vu le film Casablanca et j'étais très excitée à l'idée de venir ici. Et le voyage a répondu à toutes mes attentes, je dois dire. Nous avons passé le premier jour à Casablanca et nous l'avons visité avec nos partenaires là-bas. Puis le trajet jusqu'à Marrakech a tout simplement été magnifique. Être ici parmi vous a été quelque chose de merveilleux. Nous avons donc passé un moment extraordinaire et nous devons voir maintenant quand revenir et voir tout le merveilleux travail que nous avons accompli en collaboration avec le gouvernement marocain. Nous avons beaucoup de bonnes choses à suivre ici. Nous avons hâte de revenir et de voir comment les deux autres pactes sur lesquels nous avons déjà travaillé se concrétisent. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de vous interviewer la prochaine fois que vous reviendrez. Je vous remercie beaucoup pour le temps accordé et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup pour votre temps, l'intérêt. J'espère bien que nous resterons en contact. Absolument. Comme on dit ici. Voilà, c'est la fin de cet entretien exclusif en compagnie de la présidente du Millennium Challenge Corporation et qui est aussi lead la délégation américaine, du gouvernement américain, à ce sommet du business US Africa. Merci à tous pour votre attention. Très bonne soirée.